Vous vivez avec vos enfants, donc pour vous, il n'y a pas de notion de danger. Ah non, il n'y a pas du tout de danger. Et mon mari, justement, avait tenu à ce que nous soyons là au moment de l'explosion pour bien prouver qu'il n'y avait aucun danger. Il n'y avait aucune appréhension. Aucune appréhension, non. Le jour de l'explosion, dont je me rappelle très bien, parce que ça c'est quelque chose qui marque pour le restant de ses jours. 4 fois Hiroshima, ça fait du bruit, quoi. On était allongés sur le sol, les yeux fermés pour éviter et le bras replié comme ça sur le ventre. On a reçu l'ordre de se relever et en se retournant, on a vu le champignon au loin qui commençait à se former. Et puis d'un seul coup, on a entendu un bruit extraordinaire. Alors on s'est tous recouchés parce qu'on a cru qu'ils avaient loupé leur bombe et que les débris étaient tombés sur la tête. En fait, on a vite réagi, mais on a été surpris. On a compris après que c'était le bruit qui arrivait. Et là, c'est curieux parce que dans le désert, le bruit s'est éloigné de nous, et comme il n'y a rien qui retient, on aurait dit des millions de chevaux qui s'en allaient dans le désert, quoi. Comme ça. Et puis c'est tout. On nous avait distribué un dosimètre, on ne l'a jamais repris. Et je n'ai eu aucun suivi médical, comme beaucoup de mes camarades qui étaient là-bas, quoi. La France procède au dernier tir atmosphérique à Reagan le 25 avril 1961. Nom de code de cette expérience, Gerboise verte. Robert Durand en a fait partie. Il effectuait son service militaire en Allemagne. Il est envoyé en Algérie pour des manœuvres en char un peu particulières sur le point zéro. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de faire sur le point zéro? C'était de tourner sur la zone, de tourner seulement, il fallait tourner en rond, faire des cercles et essayer d'approcher le plus près possible du point zéro. Il faut savoir que les essais français sont nés dans un contexte où les Américains, les Britanniques et les Russes étaient encore dans l'idée que l'on pouvait envoyer des troupes après une explosion nucléaire, et dans laquelle il y avait eu des manœuvres de soldats, de chars, de blindés divers sur les lieux, tout de suite après un essai nucléaire. Et donc c'est dans cet état d'esprit-là que l'armée française participait aux essais. La France, après avoir longtemps nié, reconnaît aujourd'hui l'objectif de ce tir, tester les matériels de protection et la réaction des hommes après une explosion. Avec le recul, on a servi de cobayes. C'est vrai que ça a servi qu'on voulait tester le nucléaire sur des êtres humains. Et c'était pour voir ce que le matériel et ce que les hommes allaient prendre juste après une explosion. En principe, donc, était dans un secteur qui, normalement, ne devait pas être contaminé, mais malheureusement, cette explosion-là a eu lieu dans des conditions défavorables du point de vue climatique, puisque la météo était défavorable. Défavorable également du point de vue politique, puisqu'il y avait le putsch d'Alger qui avait eu lieu 3 jours avant, il ne faut pas l'oublier quand même. Et on s'est, à cause de cette météo défavorable, on s'est retrouvé sous les retombées, c'est-à-dire sous le nuage. Selon le ministère de la Défense, les doses reçues ce jour-là par les hommes ont été dérisoires. C'est ce qui est inscrit par exemple dans le dossier médical d'Hervé Toulouat. Seulement voilà, ces dossiers médicaux sont conservés par le service radiologique des armées. Jusqu'au début des années 2000, ils sont restés secrets et les vétérans doutent de leur impartialité. En tout cas, ils ne croient pas au discours officiel de la France sur l'innocuité des essais nucléaires. Pour eux, la bombe française a commencé à tuer. 92% des vétérans déclarent une pathologie, et notamment des cancers. Et on a un taux de cancer de 34% en fonction de l'âge, bien sûr, qui est le double de la population française du même âge. Et 25 fois plus de leucémie. Un vétéran sur 5 ne peut pas avoir d'enfant. Les retombées des tirs n'ont en aucune manière mis en danger la vie et la santé des personnes, c'est la position officielle. Pourtant, sous la pression internationale, la France met fin aux essais aériens en 1961. Elle passe aux explosions souterraines moins polluantes. Mais De Gaulle est pressé, la fin de la guerre d'Algérie approche.
Si la France avait pris l'option des essais souterrains à cette époque, ça retardait considérablement le programme. Parce que faire des essais souterrains, c'est pas seulement de creuser un trou pour mettre l'engin, c'est aussi de prévoir comment on peut mesurer ce qui se passe autour de l'engin. C'est-à-dire un tunnel parallèle, des moyens de mesure qui ne sont pas détruits par l'explosion, c'est-à-dire des problèmes techniques très difficiles et très complexes. Hineker est donc la solution intermédiaire retenue. Une montagne de granit qu'il suffit de percer pour disposer chacune des bombes. Ce sont les pélos, les populations laborieuses des oasis qui vont effectuer le gros œuvre, le concassage et l'aménagement du site. Ces deux Touaregs vivent aujourd'hui à Tamanrasset, au sud d'Hineker. Ils ont assisté aux explosions. Zahi Salah était mécanicien sur la base. Toukambi Barka était chef de camp. Il recrutait cette main-d'œuvre algérienne. قعروه الفوق حتى نلحقوا الحاسيل تحتنا كي قالوا يقولوا لي الناس وما زال داروا الديار نتوع النحاس لداخل هذوك الديار هما اللي تدخلهم البومبا هذه ويسكروهم بصح كي تتفلق قالوا يتفلقوا يخرج الهواء نتاعهم الفوق. Ici Corpechot qui vous parle du ECP. Il est actuellement 10h47 minutes. Les caméras sont parties. 4, 3, 2, 1. Il y a une fuite, il y a un dégagement. Il a dégagé les portes, il a défoncé les portes, la radioactive a été sortie. C'est pour ça qu'on nous a ordonné de se sauver de la base. On voit la propagation. Et regardez en bas, oui, ça y est, ça c'est mauvais.